Et l'idée, c'est de voir que mesurer et éco-concevoir une solution digitale nécessite quand même d'avoir un certain nombre d'outils et de méthodes. Et le fait de passer à l'échelle pour standardiser cette approche nécessite aussi d'avoir certains retours d'expérience, et je vais vous partager quelques éléments. Alors, du coup, sur les constats environnementaux, le secteur numérique est aujourd'hui de plus en plus challengé par ses impacts environnementaux. Donc, on parle de 4% des émissions de gaz à effet de serre mondiales, 10% des consommations d'électricité. Ces enjeux sont fortement poussés par une croissance qui est de l'ordre de 8 à 10%. Et de l'autre côté, une forte pression, notamment sur les ressources énergétiques et les impacts et les enjeux climatiques. Donc, face à ça, une équation qui est assez simple à la base. Dans toute problématique environnementale, en fait, on se pose toujours 3 questions. Combien de gaz à effet de serre, combien de consommation d'eau, combien d'épuisement de ressources, qui au long de la chaîne de valeur, a les vrais leviers pour pouvoir mettre en place des actions dimensionnantes et qui permettent de réduire globalement les impacts, et quelles sont les actions à mettre en place. Ces triples questions sont associées malheureusement à une triple problématique. La première étant qu'on parle souvent de gaz à effet de serre et consommation d'électricité. Néanmoins, le secteur numérique a de nombreux autres impacts sur l'environnement, en termes d'épuisement des ressources non renouvelables, en termes de consommation d'eau, en termes de production de déchets, en termes de pollution des écosystèmes. La seconde problématique étant que les impacts environnementaux se situent à toutes les étapes du cycle de vie des différents composants des systèmes numériques, donc la fabrication, la distribution, l'utilisation et la fin de vie. Et la troisième problématique étant que quand on conçoit une solution digitale, en fait, on fait appel à une multitude de composants, une multitude d'acteurs, et on se retrouve face à des systèmes très complexes. Donc l'enjeu, c'est comment mesurer et réduire les enjeux environnementaux de ce système complexe, et en intégrant toutes les étapes du cycle de vie et en intégrant plusieurs indicateurs d'impact environnemental. Donc face à cette équation, en fait, ça représente également une opportunité pour les acteurs du numérique, à la fois d'initier et de standardiser la mesure et l'affichage environnemental des produits et services, parce que beaucoup de personnes ont encore l'impression que le digital est virtuel, immatériel, et ont beaucoup de mal à concevoir les enjeux environnementaux qui sont associés. Et la première des étapes, c'est l'affichage, c'est la transparence, c'est de pouvoir différencier quelles sont les offres qui ont moins d'impact que les autres, et permettre aux consommateurs, aux utilisateurs de faire leur choix en ayant toutes les informations possibles. Donc ça, c'est un premier enjeu. Le deuxième enjeu, c'est forcément, si on mesure, on peut éco-concevoir, donc on peut réduire. Il faut savoir qu'aujourd'hui, l'ensemble des entreprises ont des trajectoires, des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre qui sont significatives, qui nécessitent de changer de modèle, qui nécessitent de concevoir et de consommer différemment. Et donc, tout ça repose sur l'éco-conception. La communication avec les parties prenantes, donc que ce soit les fournisseurs, renforcer les échanges avec les fournisseurs, avec les clients, les utilisateurs, et s'aligner aussi avec la stratégie de voir dans quelle mesure la digitalisation de mes services est alignée avec mes objectifs de réduction de mon empreinte carbone ou empreinte énergétique ou autre. Donc voilà le contexte global du numérique. Une rapide présentation de ce que l'on fait au niveau de Capgemini. Capgemini, en fait, notre conviction, c'est qu'il est essentiel que chacun mette en place sa trajectoire carbone et que nous avons un rôle majeur à jouer dans cette transition écologique. Donc, en interne, on s'est fixé un double objectif, à la fois, comme toutes les entreprises, 350 000 collaborateurs, de mesurer et réduire nos émissions avec un plan d'action qui repose sur beaucoup d'actions de réduction, sur les déplacements, sur l'énergie, sur la sensibilisation des parties prenantes, sur la chaîne de valeur et les achats, et avec pour objectif d'atteindre le net zéro en 2040. Donc ça, c'est notre stratégie interne au niveau de notre fonctionnement d'entreprise. Mais on s'est aussi fixé comme objectif, accompagnant nos clients dans leur stratégie, de les accompagner pour réduire leurs émissions de CO2 avec un objectif de 10 millions de tonnes en 2030. Donc pour chaque projet, on essaye de quantifier quel impact on peut avoir en termes de réduction des émissions chez les clients. Et pour accompagner ces projets, en fait, on a développé tout un framework d'offres, donc à la fois allant de la stratégie, la définition des produits et de la valeur ajoutée, les opérations, la chaîne de valeur, le Green IT.
et aussi comment est-ce qu'on outille toute cette stratégie avec des solutions qui permettent de collecter les données pour faciliter le monitoring des émissions de gaz à effet de serre. Un rapide rappel sur qu'est-ce que l'éco-conception et comment elle s'applique à une solution numérique. Donc l'éco-conception, c'est l'intégration des enjeux environnementaux dès les phases de conception d'un produit ou d'un service. Donc elle peut s'appliquer à la fois à un produit, équipement hardware, un PC, un téléphone, mais aussi à des solutions digitales, un serveur virtuel, une application. L'enjeu, c'est de réduire durablement les effets négatifs de cette solution sur l'environnement. Donc, comment fait-on concrètement? La première étape, ça va être de décrire la solution digitale. Et cette étape, elle n'est pas négligeable, c'est-à-dire de définir le périmètre, à quoi sert la solution, quelle est sa fonction. Est-ce que sa fonction, c'est de donner des informations? Est-ce que c'est de diffuser de la pub? Est-ce que c'est de collecter des informations? Donc, c'est une première étape qui est assez essentielle. Et après, d'identifier quels sont tous les éléments mobilisés pour la faire fonctionner. Donc, à la fois en termes de terminaux utilisateurs, objets communicants, les différents réseaux de télécommunications fixes et mobiles, la partie data center cloud aussi qui est sollicitée, les équipes de maintenance et de support de la solution, voire également d'autres solutions et applications tiers. Donc une fois qu'on a caractérisé cette solution, les points clés de l'éco-conception sont de modéliser ces impacts environnementaux pour identifier où sont les gros enjeux et quelles sont les actions efficaces pour les réduire. Donc la démarche d'éco-conception implique aussi la mise en place d'un dialogue avec les parties prenantes, les utilisateurs, les fournisseurs, les clients, les collaborateurs. Et effectivement, l'éco-conception nécessite, c'est trivial, mais c'est important de le dire, une amélioration de la performance environnementale, une amélioration significative. C'est-à-dire que l'amélioration, elle doit aussi être quantifiée par rapport à la marge d'erreur qu'on a sur les données. Donc si on a des marges d'erreur de 20%, une amélioration de 5% n'est pas forcément significative. Donc c'est d'identifier les gros leviers pour pouvoir proposer des solutions qui délivrent un service en étant avec le moins d'impact sur l'environnement. Et donc il faut aussi définir des référentiels et quels sont les critères à intégrer à la fois à toutes les étapes du cycle de vie des projets. Donc au niveau de la définition de besoins, conception, réalisation, utilisation, maintenance et décommissionnement. Et aussi définir quelles sont les bonnes pratiques et les points clés à mettre en place au niveau de tous les domaines techniques et fonctionnels de la solution. Donc c'est les principes de l'éco-conception. Et l'éco-conception repose sur une méthode de calcul des impacts environnementaux qui s'appelle l'analyse du cycle de vie. Donc l'analyse de cycle de vie, c'est une méthode standardisée qui existe depuis les années 50 et qui permet de quantifier les impacts environnementaux d'un produit ou d'un service. Les caractéristiques de l'ACV, elle en a 3. La première, c'est qu'elle est multi-étape, donc elle prend en compte les impacts de la fabrication, distribution, utilisation, fin de vie d'un produit ou d'un service. La deuxième étape, c'est qu'elle est multicritère, c'est-à-dire qu'on va s'intéresser à plusieurs indicateurs d'impact sur l'environnement. On peut parler d'émissions de gaz à effet de serre, on peut parler d'épuisement des ressources naturelles non renouvelables, des consommations d'eau, de la production de déchets, des consommations d'énergie. Et cette méthode, elle permet d'appréhender des systèmes complexes composés d'une multitude de composants, donc ce qui correspond très bien à une solution digitale. Et cette méthode, elle est aussi normalisée et elle peut faire l'objet d'une revue externe, c'est-à-dire que les résultats qui sortent de ce type de calcul peuvent être vus et tamponnés par un tiers externe qui permet aussi d'asseoir la légitimité des calculs et les déclarations environnementales qui sont associées. Et surtout, l'analyse de cycle de vie, elle nous permet de comparer différents produits, de comparer différents choix technologiques et d'identifier ce qu'on appelle le transfert de pollution. C'est-à-dire que si on se concentre uniquement sur un indicateur environnemental ou une étape du cycle de vie, on pourra avoir des idées de réduction d'impact, par exemple sur la phase d'utilisation, en disant là, en mettant en place cette technologie-là, on va réduire les consommations d'énergie. Par contre, elle va mettre en œuvre des composants qui nécessitent beaucoup de consommation d'énergie en termes de fabrication. Donc finalement, on va assister à un transfert de pollution et l'enjeu, c'est vraiment d'être sur une réduction globale. Donc pour éco-concevoir, que faut-il? C'est assez simple. Il faut des outils pour mesurer, parce qu'effectivement, on peut comparer et faire les choix en s'appuyant sur des mesures tangibles et objectives. Elle nécessite la construction, l'utilisation de référentiels de bonnes pratiques à mettre en place par projet, par profil et par métier.
Et sur ce sujet, il y a déjà beaucoup de référentiels qui existent sur le marché et qui sont disponibles en accès libre et que vous pouvez utiliser. Mais l'enjeu, c'est de les adapter à votre contexte spécifique. Un cerveau, parce qu'en fait, tout ne peut pas être automatisé. Et dans beaucoup de projets d'éco-conception, c'est avant tout de la conception. Donc, effectivement, il faut un cerveau et des outils de gestion de changement, car l'éco-conception nécessite aussi, quand on souhaite passer à l'échelle, la mise en place d'une gouvernance spécifique. Pour faire un peu le parallèle avec un sujet que tout le monde connaît à peu près, il faudrait que dans tous les projets, on ait l'équivalent d'un green officer, qui soit l'équivalent d'un officier cybersécurité, qui, à chaque étape du projet, définissent les règles, définissent les indicateurs, forment les équipes, et à la fin de chaque étape, recette, c'est-à-dire dit « Ah ben là, c'est bon, on a respecté le cahier des charges qu'on s'était fixé initialement ». Et donc tout ça nécessite de mettre en place une gouvernance, d'intégrer les sujets de l'éco-conception à la fois par des référentiels de bonnes pratiques métiers, opérationnelles, techniques, mais aussi par des bonnes pratiques en termes de gestion de projet. Donc ça nécessite un changement de gouvernance et d'organisation. Alors le parcours de l'éco-conception, il peut être semé d'embûches, parce que mesurer l'impact d'une solution digitale, comme on l'a vu, ça peut être consommateur de temps. On a des enjeux sur la qualité des données, des enjeux sur les multiples méthodologies qui existent. Et il faut faire des choix. Ces difficultés au niveau de la collecte et du traitement des données peuvent entraîner des difficultés dans la compréhension des résultats et leur consolidation et leur suivi dans le temps. C'est-à-dire, si on a des écarts de 20%, comment apprécier un écart de 20% avec des incertitudes de 50% au niveau des données. Donc c'est pour ça qu'il est important de standardiser, d'outiller, de pouvoir automatiser quand c'est possible la partie collecte des informations. Notre vision de l'éco-conception, pour les personnes qui souhaitent s'engager dans ce passage à l'échelle, c'est de mettre en place, premièrement, une gouvernance spécifique au niveau des projets, avec un processus d'éco-conception, des modes opératoires détaillés et des formations des équipes, quel que soit leur profil, avec des formations qui soient adaptées à leur métier. Besoin d'outils de calcul robustes qui soient communicables avec les parties prenantes en termes d'utilisateurs, clients, entités, de voir que chacun puisse prendre la mesure de l'impact environnemental de sa consommation, de son usage numérique, et aussi voir quels sont les leviers qu'il peut activer à son échelle. Donc ça, c'est important également, que ce soit pertinent par rapport à l'usage et aussi au secteur d'activité. D'évaluer aussi la qualité des données, parce que souvent, en fait, des chiffres, il y a eu tellement peu de chiffres pendant des années que dès qu'il y a des chiffres qui sortent, en fait, tout le monde s'en empare, les utilise, les recycle, et en fait, sans comprendre non plus l'incertitude qui est associée. Et donc, c'est très important de dire, on démarre une démarche, on a très peu de chiffres, on démarre macro, et petit à petit, en fait, à la fin, on va essayer de réduire l'impact environnemental et d'améliorer la qualité des données. Ça nécessite aussi une planification, c'est-à-dire de voir, on démarre sur un périmètre restreint, sur une première solution digitale, on accumule un retour d'expérience et après, on identifie en interne comment pouvoir, quelles bonnes pratiques standardisées, quelles sont celles qui sont duplicables à l'échelle et comment est-ce qu'on peut inscrire ce projet d'éco-conception et de standardisation de l'éco-conception dans un programme global. Et besoin de transparence aussi pour les parties prenantes, c'est-à-dire que tous les choix, les calculs d'impact, les arbitrages doivent pouvoir être transparents, audités, auditables. Donc ça, c'est notre vision de l'éco-conception. Et cette vision s'appuie sur un parcours progressif qui peut démarrer par une première analyse sur un périmètre restreint. Comme je disais, associé en phase 2 avec un embarquement des équipes, la mise en place de parcours de formation spécifiques et la définition d'un référentiel interne d'éco-conception, parce que l'éco-conception chez un acteur n'aura rien à voir avec l'éco-conception chez un autre acteur. Et il y a plein de bonnes pratiques qui existent. Par contre, l'essentiel, c'est de les adapter au projet et à l'enjeu de l'entreprise. Et en dernière phase, justement, de voir comment est-ce qu'on peut industrialiser, systématiser et passer à l'échelle ces sujets-là, pour réduire la trajectoire, pour accompagner la trajectoire de réduction des émissions de gaz à effet de serre. Je vous ai mis aussi quelques exemples de reporting qu'on peut avoir qui sont intéressants en termes de visualisation et de démarche d'éco-conception. Sur une solution, c'est de voir où se situent les impacts environnementaux
au niveau des ce qu'on appelle les domaines, donc soit les utilisateurs, soit les réseaux, soit le cloud, soit les applications, soit les ressources data center on-premise. Est-ce que les principaux contributeurs sont les étapes de fabrication, distribution, utilisation, fin de vie? D'avoir des indicateurs clés de performance qu'on puisse piloter et suivre dans le temps. Et aussi, pour une solution, de savoir quelles sont les fonctions qui sont les plus consommatrices de ressources, de gaz à effet de serre, d'énergie. Et après, de pouvoir arbitrer entre plusieurs scénarios pour faire les meilleurs choix, sachant que l'aspect environnemental est une clé d'aide à la décision. Il y a aussi des enjeux économiques, faisabilité, sécurité, etc. Intéressant aussi de pouvoir détailler par profil, en fait, entre un profil administrateur, un profil utilisateur, selon leurs activités, quels sont leurs impacts d'utilisation du service. Et après, par périmètre, de détailler sur les terminaux, quels sont les terminaux les plus contributeurs, sur les réseaux idem, le data center et le cloud, les applications. Et de mettre en place une comptabilité environnementale qui pourrait s'aligner sur chaque solution numérique pour qu'en fait, demain, on puisse, au même titre quand on achète un appartement, une voiture, un frigo, on peut les comparer sur la base de critères environnementaux. Si on choisit une solution digitale, un ERP, un CRM, une solution de streaming grand public, on puisse comparer sur la base de même méthodologie plusieurs offres du marché. Et du coup, choisir ou ne pas choisir, ça reste au moins l'information, ça reste au libre arbitre de chacun et les informations seront disponibles. Quelques takeaways, je vous ai mis le lien vers plusieurs référentiels existants, des guides de bonnes pratiques, des bases de données qui sont déjà disponibles. Donc il y a quand même déjà beaucoup de ressources disponibles en accès libre et qui sont utilisables. Et un zoom sur notre contribution à l'open source, c'est le jeu qu'on a créé chez Capgemini qui s'appelle Reset, qui est un serious game qui vise à former différents types de profils sur les bonnes pratiques d'éco-conception numérique. Donc on a plusieurs métiers cibles, product owner, ingénieur DevOps, architecte, data scientist, développeur et designer. Et ce jeu se pratique par équipe de 6 avec plusieurs salles de jeu et en 2 heures permet de donner un premier niveau de sensibilisation sur les bonnes pratiques d'éco-conception numérique. Et ce jeu est accessible en open source. Est-ce que vous avez des questions ? Un peu de temps. Oui ? Est-ce qu'on peut réellement séparer la dimension écologique de la dimension humaine ? Est-ce qu'un Instagram éco-conçu, ça causerait moins de suicides chez les jeunes femmes ? Et ensuite, je vois beaucoup de choses sur comment faire du numérique mieux, mais je vois rien sur la sobriété, rien sur le renoncement. Est-ce que la première question à se poser, c'est pas est-ce que ce projet a droit à exister ? Est-ce qu'il est bénéfique pour la communauté humaine ? Est-ce qu'on doit le faire ? Alors, j'ai 2 questions. Sur la première question, sur l'intégration des enjeux sociaux, donc en fait, il y a des méthodes qui existent d'ACV social, donc qui commencent à être mises en place sur des activités qui ne sont pas forcément celles du digital, qui sont plutôt sur les métiers de l'industrie. Néanmoins, effectivement, c'est une piste de réflexion qu'il faut intégrer parce que dans le durable, on a économique, social, environnemental, et qu'il y a d'énormes enjeux sociaux aussi associés au numérique, à la fois dans l'usage, comme vous l'avez expliqué, mais aussi en amont sur la chaîne de valeur, et qu'on a besoin de transparence et de traçabilité. Malheureusement, les méthodes et les outils sont moins matures sur ce sujet, mais je vous rejoins sur le fait que de faire une application éco-conçue qui ne sert à rien, ne sert à rien. Et la deuxième question, c'était sur le niveau d'accompagnement. La Capgemini se positionne sur comment faire du business as usual un peu mieux, une forme de technologie. En fait, je pense pas que le un peu mieux marchera. En fait, on ne pourra pas faire un peu mieux. Il faut faire différemment. Et c'est pour ça aussi que dans le framework d'offres, en fait, il y a une offre, c'est la stratégie. Parce que si on essaye de faire mieux, on fera moins 5, moins 10%. Et les objectifs environnementaux, ils ne sont pas du tout de cet ordre. Pour qu'on arrive à respecter, alors je ne sais pas si on arrivera, les accords de Paris. Mais en fait, il faut qu'on change les modèles économiques. Il faut qu'on change, qu'on fasse... qu'on vende les choses différemment, qu'on les fabrique différemment, qu'on change la relation sur la chaîne de valeur. Et je vous rejoins tout à fait. En fait, le faire mieux ne marchera pas.
À changer de modèle. Fermé, c'est... Il y a juste des choses qu'il va falloir terminer. Alors, le process de changement, effectivement, il faut faire différemment. C'est un process de transformation sur le très court terme qu'il va falloir qu'on envisage. Oui. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Parce qu'il n'y a pas que Arnaud qui... Moi, je suis venu, je pose des questions. D'autres questions, non? Alors, du coup, en fait, vous verrez que les normes et les standards, quand ils existent, il faut les rendre en outils opérationnels. Donc, c'est ce que l'on fait en interne, parce qu'on a un laboratoire de 350 000 personnes, donc c'est assez intéressant pour tester nos offres et nos produits. Et après, en fait, on fait tout l'accompagnement avec les parcours de changement, le calcul des impacts environnementaux, la définition des référentiels d'éco-conception, la mise en place d'une gouvernance sur l'ensemble des projets, oui. Oui. Oui, du coup, est-ce que ça vous parle de gouvernance? Est-ce que c'est aussi intégré au mécanisme de transformation sur justement de quelle gouvernance on parle sur ce sujet-là? Alors là, en l'occurrence, je parlais de la gouvernance des projets, c'est-à-dire dans un projet d'avoir un organe qui est dédié à alors, Green Office, Green Authority, qui définissent des prérequis environnementaux à respecter, d'avoir un budget environnemental pour un projet défini, d'avoir des bonnes pratiques qui forment les personnes, qui mesurent les indicateurs et qui s'assurent qu'en fait on a suivi les prescriptions au même titre que c'est le cas dans le secteur de la cybersécurité. Et après, il y a aussi des gouvernances d'entreprise qui doivent être adaptées pour pouvoir intégrer le numérique responsable. Et dans ce qu'on perçoit au niveau des entreprises, c'est qu'initialement, le secteur est en train d'évoluer parce qu'il y a beaucoup d'entreprises où le numérique responsable repose sur la mobilisation des collaborateurs. On va lancer ce sujet, qui veut participer, donc ça permet de rassembler les personnes, de commencer à amorcer du travail. Mais en fait, on voit rapidement qu'il faut des ressources au bout d'un moment, il faut des compétences, il faut monter du coup une gouvernance sur le numérique responsable avec comment l'intégrer dans tous ces axes métiers, comment former les personnes, comment suivre les indicateurs et comment le reporter. Du coup, ça s'applique à la fois au niveau du fonctionnement de l'entreprise, mais aussi au niveau de la gestion des projets. Et là, il y a plein de métiers à créer, à développer chez les clients. Oui ? Du coup, ça, vous l'avez mis en place en interne au sein de Capgemini, sur des projets au forfait, chez des clients. C'est quoi le périmètre Du coup, oui, ce que je vais expliquer, c'est que sur je vais revenir sur la stratégie de Capgemini. Donc, on a nos engagements internes et en fait, l'ensemble des offres qu'on développe pour nos clients, Data for Net Zero, Sustainable Product and Services, les opérations, les achats, le Green IT, le suivi des indicateurs sur la mesure de l'empreinte carbone. En fait, tous ces sujets, on les a mis en place, expérimentés en interne. Oui. Et petite question, vous avez beaucoup de clients qui viennent vers vous pour vous demander ce genre de concession? Sur toute la partie développement durable, c'est ça? Alors en fait, il y a déjà beaucoup de clients qui sont eux-mêmes en train de construire leur stratégie de développement durable. Donc après, moi, je n'ai pas la visibilité sur tout le groupe et tous les pays, mais c'est un objectif fort. Et la conviction de Capgemini, c'est que la transition écologique, en fait, c'est la nouvelle grosse transformation que vont vivre toutes les entreprises et que ça ira beaucoup plus vite que la transition digitale. Donc, il faut qu'on soit tous présents pour accélérer, changer. J'ai une question. Du coup, là, c'est une offre que vous proposez. Est-ce que, quelle est la marge de manœuvre pour que ça soit intégré de base, en fait, comme l'accessibilité numérique, ça ne devrait pas être une offre. Ça devrait être intégré. Comment on peut, quelles sont les marges de manœuvre pour que ce sujet-là soit de base intégré à tout
le sujet de renonciation, le sujet de réduction, mais vraiment en changeant le paradigme complètement, en parlant aussi business, parce que c'est une première étape, l'éco-conception, l'efficience, c'est aussi réfléchir à l'aspect business là c'est Green IT, mais c'est aussi un peu IT for Green. Du coup, dans les offres que l'on fait au sein du groupe, on intègre les enjeux environnementaux, donc dans ce qu'on propose aux clients. Après, selon les secteurs d'activité, c'est plus ou moins prioritaire, hein. C'est les systèmes de notation, de priorisation. Et après, donc ça, c'est pour les offres que nous portons. Et là, en fait, on accompagne nos clients dans leur propre transformation. Donc ça, c'est des cibles assez différentes. Disons qu'il y a une cible intégrer les enjeux du développement durable dans nos offres de services et développer des offres de services pour accompagner les clients dans leur propre transition durable. Et pour que ce soit intégré globalement de toutes parts, alors je ne sais pas quel est le meilleur levier, si c'est le législateur, si c'est les entreprises, si c'est les parties prenantes, je pense que c'est une association de tout ça, ou si c'est la disponibilité des ressources aussi, hein, comme c'est le cas sur l'énergie aujourd'hui. Mais je pense que c'est un ensemble de leviers qui doivent être activés à l'échelle nationale, mais surtout européenne. Ouais. Une dernière question peut-être. Oui. Ouais, je suis pas sûr de savoir bien l'exprimer, mais comment vous percevez la dynamique d'approvisionnement en données pour arriver à évaluer, que ce soit pour le réseau, pour le matériel, pour le logiciel, voilà l'évaluation, parce que finalement le point de départ c'est la mesure. Et voilà, peut-être comment vous percevez le dynamisme qui peut exister, comment est-ce qu'on contribue, qui contribue à ces données-là, et voilà, quel est le sens de l'évolution. Alors, il y a plusieurs niveaux de données dans ce que vous évoquez, hein. Il y a déjà les données qu'on mesure sur site ou qu'on collecte au niveau soit des réseaux, soit des architectures. Et en fait, il faut garder à l'esprit que la démarche, elle doit être goal dependent, c'est-à-dire qu'il faut trouver le libre arbitrage, parce qu'après, on peut passer sa vie à mesurer, rajouter des capteurs. En fait, il faut trouver le bon équilibre entre le temps et les investissements liés à la mesure et les résultats qu'on souhaite en tirer. Après, en fait, il y a de plus en plus de besoins en mesure. Donc, il y a de plus en plus d'instrumentation ou d'outils de monitoring qui permettent de suivre des pilotés, parce qu'on a vu que faire des relevés avec des fichiers Excel, etc., c'était hyper chronophage et ça apportait tout un tas d'incertitudes et ça empêchait la reproductibilité des calculs. D'autant plus qu'avec la comptabilité carbone, en fait, on est en train de vivre ce qui est une transformation vers un système très détaillé, très pointu, qui permettent de reporter, piloter, mesurer les émissions. Il faut garder à l'esprit aussi la notion de balance environnementale, c'est-à-dire qu'il ne faut pas que l'impact environnemental de l'instrumentation et de tous les capteurs pour collecter les données soit supérieur aux résultats escomptés. C'est pour ça que la méthode d'analyse du cycle de vie elle est intéressante, parce que sur les projets IT for Green, en fait, on peut mettre en regard les impacts environnementaux générés et les impacts évités. Et de voir que la balance n'est pas toujours dans le bon sens et les bonnes idées ne sont pas toujours celles qu'on pensait initialement. C'est-à-dire que de truffer des bâtiments d'électronique, il y a d'autres leviers bien plus efficaces, comme la réglementation thermique, par exemple, pour réduire les consommations d'énergie du bâtiment. Donc, en fait, il faut garder aussi, ce que je disais, le cerveau et le bon sens sur ce que l'on fait. Et à contrario, en fait, de comprendre des systèmes très complexes, la notion de capter les données, de les intégrer, les analyser avec des couches d'intelligence artificielle, ça permet d'ajuster, par exemple sur le cas des réseaux, justement d'ajuster le monitoring et le pilotage énergétique environnemental des réseaux, d'allonger la durée de vie des équipements. Donc en fait, ça dépend des objectifs, mais il faut garder à l'esprit cette notion de rentabilité économique et temps passé versus résultat escompté. Ouais. On va s'arrêter là. Merci Caroline. Merci.